Bonjour à tous et bienvenue. Donc, moi, je suis Amélie, donc chargée de mission à Resacop. Je vais dire quelques mots, puis donc après, là, Territoire solidaire prendra aussi la parole. Et enfin, David pourra prendre la parole pour un petit moment pour présenter donc, le financement. Donc, bienvenue. Donc, on organise cette séance d'information conjointement donc, avec Territoire solidaire. En tant que réseau régional multi-acteurs, donc réseau d'appui aux acteurs de la solidarité internationale. Donc, moi-même donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et là donc, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, je vais juste dire quelques mots sur Resacop assez rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, Resacop accompagne et conseille donc les acteurs de la solidarité internationale, qu'ils soient collectivités, associations, groupes de jeunes, écoles, enfin vraiment tous les acteurs qui souhaitent travailler, qui ont un projet ou qui souhaitent travailler, qui ont déjà un projet ou qui souhaitent monter un projet donc, pour les différents pays des continents Amérique du Sud, Afrique et Asie. Donc, on accueille ces porteurs de projets en entretien individuel pour chaque projet, mais aussi on organise des formations méthodologiques, et puis des rencontres, des réunions, soit sur des thèmes particuliers comme l'eau et l'assainissement ou l'énergie, ou sur des pays un peu plus, ou des zones géographiques un peu plus particulières. Et bien sûr aussi, on vous informe sur les financements auxquels vous pouvez, que vous pouvez solliciter pour vos projets. Et donc, on est ici aujourd'hui pour présenter les financements donc, gérés par l'Agence des microprojets qui peuvent être intéressants pour vos projets. Voilà, je m'arrête ici. Je vais passer la parole donc, à Ella de Territoire solidaire. Merci beaucoup, Amélie. Du coup, effectivement, moi, je m'appelle Ella Carrera. Je représente Territoire solidaire, qui est, comme nous l'a présenté Amélie, le réseau régional des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme Resacop, notre rôle est de fédérer en gros les structures qui ont en commun de développer des projets de coopération, de solidarité internationale, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ou même qui ont des partenaires à l'étranger. Voilà, globalement, nous avons une activité qui est assez similaire. Nous faisons de l'animation territoriale, ce qui se traduit par l'organisation de formations, des temps d'accompagnement, des temps d'information comme vous en bénéficiez maintenant avec nos partenaires tels que la Guilde par l'agence Microprojet. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter et je passe la parole à David qui nous présente le financement. Merci beaucoup Amélie et Ella. Donc du coup, voilà, vous connaissez donc les deux réseaux régionaux vers lesquels vous tournez, donc selon là où vos associations sont basées. Du coup, pour tout ce qui va être voilà, accompagnement, mise en contact avec les différents bailleurs, mise en réseau avec d'autres associations, etc. Donc du coup, moi je travaille pour une ONG qui s'appelle La Guilde, qui porte différents programmes de financement pour les projets de développement portés par des petites associations ou des associations de taille moyenne. Et je vais vous en présenter deux ce soir. Donc, le financement Agence Microprojet, qui est vraiment le financement toute thématique, tout pays en développement. Et aussi, un petit peu plus rapidement, le financement Sport et Développement, qui est un peu plus précis, un peu plus sélectif, vu que là, c'est vraiment que les projets qui utilisent le sport comme un outil qui permet d'atteindre du coup des objectifs de développement. Et qui, du coup, pour ce programme-là, les seuls pays où c'est éligible, c'est les pays en Afrique, en fait, tous les pays d'Afrique. Mais pour le programme Agence Microprojet, tous les pays éligibles à l'aide au développement peuvent, du coup, être financés. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Hop. Tac. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez la projection? Hop. Oui, alors, très bien. Hop. Donc, je vais rapidement commencer par présenter un petit peu l'ONG La Guilde, l'agence Microprojet, le programme Sport Développement.
Et après, j'expliquerai un petit peu tout ce qui est les critères de sélection, donc sur les deux programmes et ensuite ceux qui sont communs aux deux programmes. Et enfin, je vous présenterai un petit peu le dépôt de dossier sur le portail solidaire. Alors, le portail solidaire, il y a peut-être des associations qui connaissent déjà. C'est une plateforme qu'on a lancée sur laquelle les associations remplissent la trame hein, pour déposer les dossiers de demande de financement. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé cette plateforme? L'idée, c'était d'inviter au fur et à mesure d'autres bailleurs, surtout par exemple des petites fondations privées, qui sont intéressées pour financer et surtout cofinancer des micro-projets, mais qui n'ont peut-être pas les capacités pour lancer des appels à projets de façon indépendante de leur côté, etc. Donc, ils viennent un peu se greffer sur nos appels à projets. Comme ça, ils peuvent lire tous les dossiers qui sont déposés et ensuite sélectionner ceux qu'ils aimeraient du coup cofinancer. Donc là, on a aussi prévu, donc avec les réseaux régionaux comme Resacop et Territoire Solidaire, tout un nouveau cycle de réunions d'information parce qu'on met un petit peu à jour notre dépôt de demande de financement avec l'idée de le simplifier. Donc, on a eu pas mal de remarques d'associations dans les années précédentes que notre trame de demande de financement est assez longue à remplir avec beaucoup de petits détails. Donc là, l'idée, c'est que pour la prochaine session, la session qui va ouvrir cette semaine, qui sera ouverte jusqu'à début septembre, il y aura un pré-dépôt. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce que vous aurez à remplir, ce sera assez court, avec surtout voilà, des informations les plus importantes sur votre projet. Donc, je vous montrerai le détail tout à l'heure. C'est un message en discussion. Ah oui, c'était les sites internet. Voilà, donc je vous présenterai du coup ce pré-dépôt. Et en fait, ça sera seulement les associations dont les projets ont été présélectionnés. Donc, c'est-à-dire, il y aura un premier tri hein, avec déjà les projets qui sont inéligibles. Chaque année, en fait, on reçoit des projets inéligibles avec des associations qui peut-être n'ont pas lu le règlement ou qui n'avaient pas été informées sur les critères d'éligibilité. Ou du coup, les projets où vraiment il n'y a pas encore assez de détails, ou tant que le projet n'est pas encore assez mûr, du coup, lu par des experts techniques et passer au jury final. Et du coup, il y aura un premier tri. Et c'est à l'issue de ce premier tri qu'on informera toutes les assos qui sont retenues pour le jury final, que du coup, maintenant, elles ont accès à la trame détaillée. Et donc, elles viendront détailler leur projet, tout en étant accompagnées hein, en même temps par leur réseau régional et par l'équipe du pôle micro-projet de la Guilde. Alors, donc, qui sommes-nous? La Guilde, c'est une ONG assez ancienne qui a été créée dans les années 60, donc qui fait un petit peu partie des premières ONG qui ont créé Coordination Sud et d'autres réseaux comme ça. C'est une association qui a été reconnue d'utilité publique par le gouvernement dans les années 80. Et en gros, son ADN, ses missions, c'est de soutenir un petit peu tout ce qui va être à la fois d'un côté les initiatives d'aventure, de voyage, d'exploration, et aussi tout ce qui va être solidarité internationale. Donc, il y a un pôle aventure avec, par exemple, des bourses à l'aventure, un festival du film d'aventure, voilà, avec pas mal de soutien à l'exploration scientifique. Il y a un pôle volontariat, c'est une des premières ONG pour l'envoi de volontaires du coup, en service civique ou en VSI, le volontariat de solidarité internationale, dans les associations françaises qui ont besoin de volontaires. Donc ça peut être aussi quelque chose à avoir en tête si jamais un jour votre association cherche, par exemple, du service civique. Voilà. On a un pôle programme direct, c'est-à-dire qu'on porte nous-mêmes aussi quelques projets. Donc, par exemple, un projet de recyclage de déchets électroniques au Cameroun, où on a aussi des projets de rénovation du patrimoine culturel en Syrie, en Irak. Voilà. Et du coup, enfin, donc, le pôle micro-projet. Donc, c'est le pôle dans lequel je travaille. Le pôle micro-projet, notre mission, du coup, c'est de valoriser ce que vous faites, donc de valoriser les petites associations ou petites et moyennes associations de solidarité internationale en France et, si possible, même à l'international. Enfin, on essaie de valoriser vos activités, vos actions, vos projets et de favoriser du coup la mise en place de micro-projets. Donc, par micro-projet, en gros, on entend les projets qui ne peuvent pas être financés directement, par exemple, par l'Agence française du développement ou par les grands bailleurs internationaux et qui, du coup, sont des projets qui vont peut-être être financés en partie avec, par exemple, un peu de fonds propres, en partie avec quelques fondations, peut-être des collectivités, et bien sûr, pourquoi pas, donc, le financement de notre programme Agence Micro-Projet. Donc, nos 4 activités principales qui rejoignent beaucoup celles des réseaux régionaux. Donc, c'est pour ça qu'on travaille de façon de plus en plus étroite avec les réseaux comme Resacop et Territoire Solidaire, sont donc d'accompagner et de former les associations à la gestion du cycle de projet, mais aussi avec des accompagnements spécifiques sur vos projets. Donc, par exemple, pour l'accompagnement, on fait de plus en plus maintenant des accompagnements en binôme.
avec Amélie ou avec Ella, hein, selon la région dans laquelle votre association est située. On a aussi pas mal d'activités de suivi et évaluation, c'est-à-dire qu'on fait des missions de terrain chaque année pour aller visiter les projets qui ont été financés, surtout ceux qui ont été achevés et qui ont mis un bilan final. Des missions également donc, de capitalisation, c'est-à-dire qu'on essaie de remonter un petit peu les informations que plusieurs projets pour que ça puisse ensuite servir. Donc, ça va servir de matériel dans les formations, mais ça va aussi servir de matériel, par exemple, sur notre médiathèque en ligne. Sur notre site internet, il y a une médiathèque. Dessus, il y a beaucoup de guides thématiques. Par exemple, vous voulez faire un projet d'apiculture, vous pouvez du coup trouver un guide thématique, les bonnes leçons qu'il y a eu, des micro-projets par le passé avec la thématique apiculture. Donc, à chaque fois qu'on fait un guide comme ça, on utilise du coup des retours de différentes associations afin d'avoir le maximum d'infos possible et de croiser un petit peu ces infos. Et enfin, bien sûr, la mission de financer. Donc, l'Agence française de développement nous confie chaque année 1 million d'euros. Et avec ce million d'euros, on finance du coup environ une centaine de micro-projets portés donc par une centaine d'associations chaque année. Alors, je vous présente du coup les deux programmes principaux, hein, donc sport et développement et agence micro-projet. Donc, chacun de ces deux programmes a 2 appels à projets par an. Donc, pour sport et développement, généralement, il y en a un à l'hiver et un à l'été. Et pour agence micro-projet, ça va plutôt être un au printemps et un à l'automne. Donc, celui qui va ouvrir, là, ça va être celui pour l'automne, c'est-à-dire qu'il va clôturer début septembre. Donc, pour sport et développement, c'est des financements assez conséquents, vu que souvent, c'est des projets qui coûtent assez cher, et par exemple, de l'équipement spécialisé. Si vous faites, par exemple, un projet de sexy-foot, c'est-à-dire de foot pour des personnes handicapées aveugles, ce sera du matériel qui coûtera assez cher. Donc, du coup, c'est un programme qui a des dotations assez élevées. Ça va donc de 10 000 euros minimum jusqu'à 40 000 euros maximum. Donc, voilà un petit peu quelques idées de thématiques qu'il peut y avoir sur ces projets sport développement. Donc, c'est-à-dire, ça peut être par exemple sport et éducation, ou sport et cohésion sociale, ou sport et égalité homme-femme, ou égalité économique, etc. Ou sport et autonomisation économique, ou sport santé, sport handicap, voilà, sport environnement, etc. En gros, toutes les thématiques traditionnelles d'aide au développement, tant qu'on utilise le sport comme un outil hein, pour essayer justement de résoudre ces problématiques et justement d'atteindre un certain objectif, ces projets-là sont éligibles pour cet appel à projet sport et développement. Donc, pour qui le sport et développement, c'est pour vous, hein, les associations françaises, en partenariat avec une structure locale dans le pays dans lequel vous allez faire vos projets, ou, et alors là, c'est un petit peu la nouveauté avec ce programme-là, c'est possible, si vous connaissez, si vous avez parmi vos partenaires des associations en Afrique, elles peuvent postuler directement sans avoir à forcément passer par un partenaire français. Elles peuvent postuler directement au programme sport et développement. Donc, il faut bien sûr que les associations soient enregistrées en préfecture, qu'elles aient plus de 2 ans d'existence, moins de 500 000 euros de ressources. Donc, du coup, 500 000, c'est quand même assez élevé. Hein, donc, c'est un programme qui concerne les petites assos, mais aussi les assos vraiment de taille moyenne qui ont déjà quelques salariés. Et comme on l'a vu tout à l'heure, par contre, ce programme-là, c'est qu'en Afrique, donc pas par exemple, en Asie du Sud-Est ou en Inde ou en Amérique latine. Quel type de projet? Donc, comme tous les projets qu'on va lancer, bien sûr, le plus important, c'est que ce soit un projet qui réponde à un besoin émis par les populations locales. Du coup, là, la spécificité de ce programme, c'est qu'il y a des projets qui utilisent le sport pour l'atteinte des objectifs de développement durable, hein, les fameux ODD. Donc, un projet de minimum 1 an, de maximum 3 ans, et de moins de 150 000 euros de budget global. L'idée, c'est qu'un projet qui a un budget d'au-dessus de 150 000 euros, généralement, c'est un projet pour lequel on va demander d'aller directement démarcher l'Agence française de développement ou le DT. L'ouverture sera le 18 juillet prochain. Donc, voilà, donc si jamais vous êtes intéressé ou si vous avez des associations parmi vos partenaires ou peut-être votre partenaire local habituel qui est intéressé, le 18 juillet sur sportencommun.org. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous envoie le PowerPoint à l'issue de la présentation. Donc, comme ça, vous aurez tous les liens, etc. Voilà, donc le 18 juillet, cet appel sera ouvert. Alors, on en vient du coup un petit peu au vif du sujet. Donc, le programme Agence Micro-Projet, donc celui pour lequel je travaille et celui avec lequel du coup on a le partenariat le plus étroit avec les réseaux comme RESACOP et Territoire Solidaire. Ça, c'est notre programme un petit peu plus traditionnel, on va dire, hein, qui existe depuis assez longtemps, qui vise vraiment tout type de projet d'aide au développement, de solidarité internationale. Et du coup, dans tous les pays éligibles à l'aide au développement. Ça peut aller, bien sûr, hein, de
au Cambodge, à pourquoi pas Wallis et Futuna dans le Pacifique, ou tous les pays africains, toute l'Amérique latine et même une partie de l'Europe. Vous pouvez avoir des projets, par exemple, en Albanie, au Monténégro, en Arménie, etc. La liste est quand même assez longue. Voilà, il y a beaucoup de pays qui sont éligibles à l'aide au développement. Pour voir la liste précise, vu qu'elle est mise à jour chaque année avec les données économiques, il faut aller sur le site de l'OCDE. Donc voilà, l'organisme international qui justement s'occupe de ces données-là, qui sont les pays en développement et les pays du coup riches. Donc par contre, c'est des dotations plus petites. Là, vraiment, l'idée, c'est des micro-projets. Notre dotation minimale, elle est de 2 000 euros. Donc ça, c'est vraiment pour les tout petits projets. Oui. Et notre dotation maximale, elle est de 10 000 euros. Ouais. Donc voilà un petit peu quelques exemples de thématiques de micro-projets qu'on a dotés par le passé. Pourquoi pas, ça peut être des micro-projets éducation, des micro-projets agriculture, ou accès à l'eau potable, ou santé, ou formation professionnelle, ou insertion professionnelle, autonomisation économique ou autonomisation des femmes, tout ce qui va être environnement, énergie renouvelable, droits de l'homme, droits des femmes, droits des enfants. Toutes les thématiques traditionnelles de développement sont éligibles. Donc là où il y a plus des critères d'éligibilité un peu plus précis, ça va être sur les associations et sur les modalités du projet. Donc, ce qui est éligible du coup chez nous, c'est les associations françaises, donc basées en France, mais en partenariat avec une structure locale. Donc l'association française, il faut bien sûr qu'elle soit enregistrée en préfecture depuis au moins 2 ans et qu'elle ait par contre moins de 130 000 euros de ressources annuelles. Donc évidemment, il faut mettre un petit peu le curseur quelque part pour dire qu'est-ce qu'on va considérer comme une petite asso. Donc, au-delà de 130 000 euros, on considère généralement que les associations sont passées à l'échelle. C'est-à-dire qu'avec ce budget-là, maintenant, elles ont déjà quelques salariés et du coup, elles peuvent postuler à ça s'appelle un projet de bailleurs internationaux, agences françaises de développement, UE, etc. Donc, tous les pays éligibles à aide au développement. Et par contre, votre partenaire sur place, il n'y a pas forcément besoin que ce soit une association. Ça peut être, par exemple, pourquoi pas une coopérative, une école, la mairie, la commune, ça peut être un groupement public, ça peut être vraiment voilà, toute structure locale qui a vraiment une reconnaissance juridique. Donc, bien sûr, ce ne sera pas, par exemple, les partis politiques, vu que ça ne serait pas forcément, ça passerait pas en financement international pour l'aide au développement. Mais voilà, tout autre type de structure, il n'y a pas de souci, c'est éligible. Quel type de projet? Donc, comme pour sport développement, le plus important, c'est que votre projet il vise à répondre à un besoin émis par les populations locales. Comme on a vu, c'est toute thématique traditionnelle d'aide au développement. Et comme pour sport développement, minimum 1 an. Donc, l'idée, c'est qu'en dessous d'1 an, on ne va pas vraiment être sur un projet, on va plutôt être sur des actions qui pourraient s'inscrire dans un projet plus grand, mais que sur 1 an, mais en comptant bien sûr tout ce qui va être l'avant-projet et l'après-projet, on est plus vraiment sur un micro-projet complet. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase en amont, par exemple, de recevoir le financement, diagnostic, concertation entre les acteurs, rédaction d'une convention, etc. Et tout ce qui va être les activités, par exemple pour un forage, démarchage des prestataires, comparaison des offres, l'étude géophysique pour voir où faire le forage, le perçage, etc. Et tout ce qui va être après. Donc, par exemple, pourquoi pas formation du comité de gestion du forage, formation à l'entretien et à la maintenance, etc. Et ensuite, votre partie un petit peu de suivi, d'évaluation de votre projet, et pourquoi pas même de diagnostic de peut-être des possibilités de projets futurs. Donc, comme ça, on arrive généralement à avoir quand même des micro-projets qui font au minimum 1 an. Et alors, pourquoi maximum 3 ans? L'idée, c'est qu'au-delà de 3 ans, on est plutôt sur un projet sur lequel il faudrait plusieurs phases. Avec, par exemple, dire je veux un financement pour la phase 1 de ce gros programme, qui va être du coup un projet de 3 ans, ce sera la phase 1, un projet de 3 ans sera la phase 2, etc. Au-delà de 3 ans, généralement, c'est vraiment, on est sur du programme et puis vraiment sur du projet. Donc, par contre, on a quelques projets inéligibles. Donc, les projets purement ponctuels, c'est-à-dire vraiment l'action principale, elle n'est pas vouée à être pérenne, et voilà, c'est quelque chose, comment dire, revendiqué parce que c'est vraiment un projet ponctuel. Malheureusement, ça, on ne pourra pas le financer. Donc, souvent, on reçoit par exemple des demandes de financement pour des voyages scolaires ou des voyages étudiants où ils vont partir en juillet et faire des cours de français, etc. Si c'est purement ponctuel, il n'y a pas l'idée qu'il y ait une pérennité sur place ou une autonomisation des bénéficiaires.
ça sera inéligible à notre financement. De l'autre côté du spectre temporel, les projets où il n'y a que du matériel, par exemple un projet avec uniquement construction de salles de classe, ça sera aussi inéligible. Pourquoi? Parce que du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est des projets où il y aura un petit peu des deux, un petit peu du matériel et un peu de l'immatériel. Donc, par exemple, sur un projet éducation, ce qu'on va vouloir aimer voir, c'est avoir, par exemple, à la fois construction de salles de classe, pourquoi pas construction de latrines, construction de clôture pour l'école, mais également de l'autre côté, formation du personnel, ameublement des salles de classe, encadrement, enfin, accompagnement de l'association des parents d'élèves, formation du comité de gestion de l'école, ces choses-là. Donc, c'est l'importance d'avoir un petit peu les deux dans les projets. Voilà, donc les projets d'urgence, on ne peut pas les financer non plus. L'idée, c'est que les projets d'urgence ne sont pas vraiment des projets de développement durable et de développement pérenne. Ils visent plutôt à répondre immédiatement à une demande. Par exemple, voilà, des tentes pour des réfugiés parce qu'il y a eu un séisme en Afghanistan. Malheureusement, ça ne sera pas éligible à un financement. Il y a d'autres financements, du coup, pour les projets d'urgence. Les projets de microcrédit, pareil, donc c'est une des exceptions, du coup, à notre financement. On ne pourra pas financer le microcrédit. Et bien sûr, tous les projets qui ont déjà des fonds du ministère des Affaires étrangères ou de l'AFD. Donc, comme c'est la réglementation fiscale publique en France, on ne peut pas dépasser en fait un certain taux de cofinancement public sur des projets. Donc, pour se simplifier la vie, les bailleurs publics, ce qu'ils font, c'est que si vous avez déjà des fonds, par exemple du FORIM, donc le Forum des organisations issues de l'immigration, ça, c'est des fonds de l'AFD. Donc, vous ne pouvez pas, du coup, solliciter d'autres fonds de l'AFD à cumuler dessus sur le même projet. Pareil, si vous avez déjà des fonds sur place, c'est des fonds du ministère des Affaires étrangères. Tous ces fonds-là viennent en fait de la même enveloppe du budget de l'État, donc on ne pourra pas les additionner. Sur un même projet, vous pourrez avoir soit des fonds de l'ambassade, soit des fonds de Forum, soit des fonds agence micro-projet ou des fonds sport développement. Ce ne sont pas des fonds plus amples. Donc l'agenda du coup pour agence micro-projet. La projet automne 2022, donc j'ai écrit ouvert, j'ai été un petit peu optimiste, on espérait l'ouvrir aujourd'hui, on va plutôt l'ouvrir demain parce qu'on attend juste une dernière confirmation une des petites fondations en fait qui est également hébergée sur notre portail. Donc si tout va bien, on ouvre demain et du coup ça sera ouvert pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août et début septembre également. Donc il y a jusqu'au 7 septembre 2022 pour déposer vos demandes de financement. Mais alors comme on a vu, c'est un processus en deux phases. La première phase, vous n'aurez pas à remplir quelque chose de très long ou de très compliqué à remplir. Je vous montrerai le détail tout à l'heure. Donc, cette première phase, c'est ce qu'on appelle l'initiative, c'est-à-dire en gros le dépôt initial, le pré-dépôt. Ce n'est pas le descriptif total du projet, c'est un descriptif un peu raccourci. Donc, pour cette phase-là, il y a donc de juin jusqu'au 7 septembre. Début septembre, notre équipe va du coup trier les initiatives. Donc ça, on le fera entre le 7 septembre et le 21 septembre. Et du coup, le 21 septembre, on informe les heureux élus, les associations qui seront retenues pour le jury final, que du coup, c'est bon, maintenant, elles ont accès au dépôt total, donc celui qu'il y avait auparavant. Auparavant, tout le monde devait remplir en fait le dépôt complet. Maintenant, ce sera juste les assos retenus au jury final qui rempliront ce dossier complet. Voilà, donc du coup, vous aurez un mois et demi environ pour le remplir, c'est-à-dire du 21 septembre jusqu'au 7 novembre. Mais bien sûr, c'est possible de le préparer en amont. Si besoin, on peut envoyer la trame, comme ça vous savez exactement quelles sont les informations qu'il faudra remplir, etc. Donc voilà, du 21 septembre au 7 novembre, une information que j'ai oublié de noter là, c'est du coup quand est-ce qu'il y aura le jury final, ce sera début décembre. Donc chacune de nos sessions dure environ 6 mois. Donc, pour les projets qui sont déposés en septembre, le jury final il a lieu en décembre. Du coup, en décembre, vous savez si vous avez le financement ou pas. On fait 2 sessions par an, donc il y en a aussi une au printemps. Et donc pour celle-là, les dossiers sont déposés en mars et le jury final, il a lieu en juin. Donc là, il y en a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et c'est justement cette semaine-là qu'on va annoncer les heureux lauréats de la dernière session. Les critères de sélection. Donc comment est-ce qu'on fait le choix entre les projets qui vont être financés et les projets qui vont devoir être peut-être un peu retravaillés pour une prochaine session ou même des fois, il faut peut-être retravailler même jusqu'au niveau du diagnostic, etc. Donc, le plus important, la pertinence de votre projet. Comme on a vu, un projet de développement, aujourd'hui, c'est communément admis, le plus important, c'est répondre à une demande exprimée localement, un besoin exprimé localement. L'idée, c'est de ne pas faire des projets hors sol. Il faut que la réponse, du coup, soit adaptée à cette demande et qu'il y ait quand même des objectifs à long terme sur cette réponse à cette demande. Ce qui est important aussi, c'est que votre projet ait un bon ancrage local.
Donc, comme on a vu, ces projets, il faut toujours avoir un partenaire principal local. Il faut avoir une convention, hein, d'ailleurs, avec ce partenaire. Si besoin, on peut mettre des travaux de convention à disposition. Il faut aussi, c'est pas juste le partenaire, donc il faut que votre projet s'articule bien avec les politiques locales. On ne va pas faire un projet qui va complètement à contre-courant de ce qui est possible politiquement sur place. Et que du coup, il y a un partenariat, une collaboration avec des associations ou pourquoi pas même des ONG locales sur place. Un autre critère extrêmement important, la pérennité du projet. Est-ce que votre projet peut continuer? Est-ce qu'il peut s'étendre? Est-ce qu'il peut être reproduit? Ou est-ce que c'est un projet qui, une fois qu'il n'y a plus de financement, de toute façon, il n'y a plus de quoi payer les frais de fonctionnement et ça s'arrête. Du coup, ça, c'est un projet qui n'a pas de pérennité. L'important, du coup, un projet pérenne, c'est quoi? C'est un projet qui devient autonome à moyen terme et du coup, qui peut continuer sans devoir sans arrêt apporter des fonds internationaux dedans. On regarde quand même le budget avec l'idée qu'il y a une proportionnalité, enfin, on cherche une proportionnalité entre les dépenses et les résultats attendus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'efficience du projet. Est-ce que, du coup, le micro-projet, avec un budget, je ne sais pas, 40 000 euros, va réussir à améliorer de façon visible les conditions de vie de telle quantité de population, tel quartier dans telle ville ou tel village dans telle région, etc. Un autre critère important, est-ce que vous avez des indicateurs de résultats? Est-ce que vous-même, vous avez un peu dans votre descriptif analysé la façon avec laquelle vous allez identifier les différences entre avant que vous fassiez votre projet et une fois que votre projet est terminé? Comment essayer de mesurer les effets, comment mesurer l'impact de votre projet? On prend aussi une attention particulière sur la participation. Donc, qu'est-ce que c'est la participation? C'est l'idée que les bénéficiaires du projet peuvent être impliqués tout au long du projet, doivent être impliqués déjà en amont, dans le diagnostic, dans les discussions sur justement quel est le type de projet qu'on veut mettre en place, mais aussi tout au long du projet, sont impliqués dans les différentes activités. Est-ce que il y aura des possibilités même, par exemple, s'il y a un projet avec beaucoup de construction, est-ce que vous allez employer de la main-d'œuvre locale, etc. Et aussi, du coup, ce qui est très important, est-ce que les bénéficiaires pourront s'approprier les résultats du projet? Par exemple, vous faites un projet de construction de salle de classe, il faut être du coup sûr qu'à la fin, vous allez du coup faire un leg de ces salles de classe à l'association des parents d'élèves de l'école, qui du coup gérera les salles de classe avec par exemple le comité de gestion élu à l'assemblée générale de l'assemblée des parents d'élèves. Ça peut être quelque chose comme ça. Ce qui est important, évidemment, c'est que du coup les bénéficiaires soient propriétaires, hein, de tout ce qui aura été réalisé. Du coup, en plus de ces critères de sélection, on a ce qu'on appelle des thématiques transverses. Ça, c'est des thématiques qui ne sont pas vraiment les grandes thématiques comme éducation, santé, agriculture, mais qui sont communes à tous les projets de développement. L'inclusion du genre, c'est-à-dire est-ce que votre projet est inclusif en termes de mais aussi peut-être, ça peut être une façon de marquer un petit peu des points en plus. Est-ce que votre projet va essayer de résoudre certaines problématiques sur l'égalité des genres, ou est-ce qu'il va essayer de viser à l'autonomisation des femmes ou des jeunes filles? Pareil sur la jeunesse, est-ce que votre projet est inclusif des jeunes, c'est-à-dire généralement les moins de 35 ans? Donc, est-ce qu'il est inclusif, c'est-à-dire au niveau, par exemple, du conseil d'administration de votre partenaire local, ou au niveau du comité de gestion, ou dans la réflexion sur le diagnostic du projet, voilà. Et également, en thématique transverse, environnement, on va essayer de financer évidemment les projets qui ont le plus faible impact environnemental possible. Donc évidemment, un projet qui a un impact environnemental zéro, ça n'existe pas vraiment. Même une pompe solaire, bien sûr, elle aura été construite et elle devra un jour être remplacée ou jetée. Mais voilà, l'idée, c'est qu'une pompe solaire, pour un projet eau, c'est quand même plus intéressant qu'une motopompe qui utilise du diesel. Évidemment, si vous avez un projet vraiment environnement avec l'idée de développer, par exemple, des pratiques d'agroécologie, c'est une façon également de marquer des points en plus, de la même façon qu'un projet qui va mettre le maximum sur une thématique genre. Je vous présente du coup maintenant rapidement le portail solidaire, hein, donc notre plateforme de dépôt. Donc voilà du coup comment ça se présente quand vous allez dessus, hein, donc portailsolidaire.org, et vous avez deux boutons, est-ce que vous êtes porteur de projet ou est-ce que vous êtes bailleur de fonds? Donc, du coup, vous, généralement, je pense, vous êtes peut-être porteur de projet, hein, le bouton bailleur de fonds, c'est plutôt pour les fondations qui sont intéressées et qui, du coup, veulent se rajouter à la liste des fondations, hein, qui viennent financer des projets. Donc, quand vous cliquez dessus, du coup, ça vous amènera sur la création d'un compte association et ensuite sur le dépôt d'une initiative.
Je vous présente du coup rapidement une des petites fondations du coup, qui est présente sur le portail solidaire. Celle qui vient le plus fréquemment financer des projets, c'est la fondation Agir Salarié. Donc ça, c'est une des petites fondations. Eux, ils financent entre 2 000 € et 15 000 €. Donc, ils ont quand même des dotations intéressantes, hein, ça va jusqu'à 15 000 €. Ils financent tout ce qui va être frais d'investissement sur votre projet. Donc, pas des frais de fonctionnement. Donc, par exemple, si vous voulez faire, imaginons, un projet avec un atelier de couturière, il pourra venir vous financer la construction du local, l'achat des machines, les formations, etc. Mais il ne pourra pas vous financer, par exemple, l'année 1 et l'année 2 du loyer, de l'électricité, des matières premières. Il finance tout organisme d'intérêt général. Donc, même si vous n'êtes pas une association ou aussi pas de durée minimum obligatoire, donc même si vous n'avez pas encore 2 ans d'existence, vous pouvez demander des financements à cette petite fondation en passant par notre plateforme en ligne. Et par contre, du coup, ils sont un peu plus sélectifs en thématique. Eux, ils financent tout, sauf les projets de thématique santé et les projets vraiment de thématique scolaire, éducation, formation, etc. Donc, je vous présente du coup le dépôt de dossier. Quelles sont les étapes pour déposer une demande de financement? Donc, la première étape, du coup, c'est créer votre espace association. Donc là, c'est assez évident, hein, vous mettez votre mail, votre mot de passe, déjà comme ça, vous avez de quoi vous connecter. Mais ce qu'on va vous demander, c'est quelques documents obligatoires du coup, à propos de votre association. Donc, la publication de votre association au journal officiel, qui montre du coup que votre association est bien enregistrée en préfecture, et le compte de résultat de l'année précédente. Ça montre que du coup, votre association est une petite association. Elle est en dessous des 130 000 € de ressources annuelles. Donc, le dépôt d'initiative, là, je vous montre du coup les catégories qu'il y aura à remplir. Comme vous allez voir, du coup, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est assez rapide à remplir. Donc, vous avez jusqu'au 7 septembre. Donc, normalement, vous aurez largement le temps, hein, pour remplir ça. Donc, le titre du projet, le continent et le pays d'action, le domaine d'intervention et la thématique. Donc, par exemple, est-ce que c'est éducation? Est-ce que c'est accès à l'eau potable? Est-ce que c'est autonomisation économique, etc. Un petit résumé de votre projet. Donc voilà, résumé, donc il faut que ce soit concis. L'idée, c'est de parler un petit peu du contexte, de l'historique, l'état de l'existant, le projet prévu, et les objectifs généraux en lien avec des objectifs de développement durable, les ODD. Après, sur votre partenaire, on va vous demander quelques petites informations. Donc, le justificatif, c'est-à-dire est-ce qu'il est bien enregistré lui aussi, par exemple, en préfecture ou si au tribunal d'instance, etc. La convention de partenariat, est-ce que vous avez bien fait une convention entre tous les deux partenaires? Quelques infos après sur les bénéficiaires directs, bénéficiaires indirects. Et enfin, le calendrier de votre projet, les activités et l'activité générale. Donc voilà, ça c'est tout avec le budget et c'est les seules informations qu'on demandera à cette étape, hein, de dépôt d'initiative. Le budget, du coup, on vous met une trame que vous téléchargez et après vous la remplissez sur Excel. Donc c'est assez simple, hein, dépenses, ressources avec les différentes fondations, par exemple, que vous pouvez solliciter. Après, vous pouvez rajouter bailleurs de fonds publics si vous avez sollicité, par exemple, la région ou la mairie, etc. Vous pouvez mettre vos ressources propres, vous pouvez mettre d'autres bailleurs de fonds privés. Et du coup, donc, sur le budget, quelques infos. Évidemment, on ne va pas pouvoir financer tout votre budget. Vous ne pouvez pas, du coup, déposer un projet avec un budget de 10 000 € et nous dire « je veux les 10 000 € de dotation agence microprojet ». Nous, on va financer jusqu'à la moitié de votre budget. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez aussi prendre en compte ce qui est valorisé, les valorisations. Donc, les valorisations, en gros, c'est tout ce qui va être mis à disposition sur votre projet, mais qui ne va pas être acheté. Vous n'allez pas avoir besoin de décaisser de l'argent pour obtenir ça. Par exemple, votre partenaire vous a dit, pour notre projet de construction de salle de classe, la commune locale met à disposition un terrain. Vous pouvez valoriser ce terrain. Vous pouvez dire, du coup, il y aura un terrain, il sera gratuit, mais du coup, il aurait normalement coûté, disons, je sais pas, 5 000 €. Vous pouvez mettre valorisation, don de terrain par la commune, 5 000 €. Ces valorisations comptent pour justement, hein, réussir à avoir 50% de votre côté et 50% de notre côté. Donc, par exemple, si vous nous demandez 10 000 €, si vous nous demandez 10 000 €, mais que vous, de votre côté, vous avez juste 5 000 € entre les fonds de l'asso, un petit peu de la commune, un petit peu de, je sais pas, du département et un petit peu d'une fondation, vous pouvez essayer de trouver jusqu'à 5 000 € en valorisation. Donc, est-ce qu'il y a un terrain qui est mis à disposition sur place? Est-ce que sur place, il y aura peut-être des bénévoles qui vont aider? Est-ce que les bénéficiaires vont peut-être participer à certaines activités de façon gratuite? Tout ça, vous pouvez le valoriser.
Voilà. Donc, pour sport et développement, c'est un petit peu différent. Eux, ils ne vont pas prendre en compte les valorisations dans le calcul de combien d'argent ils peuvent vous donner. Mais par contre, ils peuvent vous financer jusqu'aux 3/4 de votre budget. Donc, par exemple, vous avez un projet de 40 000 euros, vous pouvez demander 30 000 euros à sport et développement, il n'y a pas de souci. Donc, ça, par contre, c'est calculé sur tout ce qui va être dépenses éligibles. Donc, ça, je vais vous le montrer juste après. Ce qui est important, bien sûr, c'est de vérifier si votre projet il est bien éligible au bailleur que vous demandez. Donc, par exemple, si vous demandez Agence Microprojet et Agir sa vie, comme on a vu, il finance santé et éducation. Il faudra plutôt solliciter un autre bailleur qu'Agir sa vie si vous avez un projet santé ou un projet éducation. Donc, qu'est-ce qui est déjà pas éligible ensuite? Et tout ce qui est en France ou même en Europe, ou dans les pays développés, ce n'est pas éligible. On va financer tout ce qui va être plutôt sur pays d'action, c'est-à-dire pays du coup éligible. On ne peut pas financer tout ce qui est diagnostic ou de faisabilité. Du coup, financer, il faut déjà que vous puissiez montrer qu'il y a eu une étude de faisabilité ou que, que le projet est faisable. Si votre projet n'est pas encore faisable, c'est pas encore prêt du coup pour demander un financement public. On ne peut pas financer non plus les frais liés aux personnes françaises de l'association qui se rendent sur le terrain, vos frais d'avion, vos frais de mission. Malheureusement, pareil, c'est pas éligible. C'est pas pour des personnes issues d'un pays éligible à l'aide au développement. Pareil pour les salaires des expatriés sur place. Par contre, qu'est-ce qui est éligible? Tout le reste. Donc, si vous allez devoir faire des formations sur place, former vos bénéficiaires, par exemple, tout ça, c'est éligible. Toutes les prestations de formateurs locaux, etc. Tous les achats au sein du pays, petits équipements, gros équipements, etc. Tout ça, c'est éligible. Tout ce qui est frais de construction, c'est éligible. Tout ce qui est frais de communication et de publicité, ça, c'est des fois un petit peu original, c'est éligible. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez lancer, par exemple, comme on disait tout à l'heure, un atelier de couturière pour qu'elles aient des revenus, et vous avez peur qu'elles ne soient pas assez connues au début de leur activité, vous pouvez tout à fait dire en année 1 et en année 2, on va mettre 2 000 euros chaque année sur la com, la publicité. On paiera les radios locales, on fera peut-être de l'affichage, etc. C'est éligible. Les salaires locaux sont éligibles aussi, les frais de fonctionnement sont éligibles. Mais l'idée, c'est que si vous nous demandez de financer, par exemple, l'année 1 et l'année 2 le loyer, l'électricité, les salaires, etc., il faut pouvoir prouver qu'à terme, c'est autonome économiquement. Donc, il faut pouvoir dire, voilà les recettes qu'on va dégager sur place avec cet atelier de couture. Au bout de 3 ans, les coutures est autonome, parce qu'avec les recettes estimées, elles pourront du coup prendre en charge le loyer, l'électricité, etc., les salaires, etc. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, si tout va bien et que votre initiative est validée, donc on vous envoie un mail pour dire c'est bon, votre initiative est validée, maintenant vous avez accès au dépôt complet. Donc ce qui est important, bien sûr, c'est que tout ce que vous aurez déjà écrit, c'est repris automatiquement, il n'y aura pas besoin de réécrire ce que vous avez déjà fait, mais du coup, il y aura de nouvelles catégories à détailler. Donc, on parlait d'objectifs généraux tout à l'heure. Là, il faudra aussi mettre les objectifs spécifiques. Généralement, un projet de développement, il y a un objectif général et 2 à 4 objectifs spécifiques. On demandera plus de détails sur le contexte du projet, l'historique du projet. On aura plus d'infos sur la présentation de nos partenaires, donc qui sont-ils, voilà, c'était l'association, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé, etc. Et sur la répartition des rôles. Donc, c'est bien d'avoir une convention, mais on demande aussi quand même un petit résumé pour dire voilà exactement comment on s'organise dans ce projet. Nous, en France, on s'occupe de ça, de ça, de ça. Eux, ils vont s'occuper de ça, de ça, de ça. Voilà comment on s'organise après pour s'il y a un conflit, enfin, si on n'est pas d'accord sur un certain point, ou comment on va s'organiser pour la communication au quotidien, etc. On demandera plus de détails sur les bénéficiaires, sur les activités, sur la viabilité du projet. Et enfin, on va vous demander des annexes. C'est-à-dire, si vous devez construire des salles de classe, on va vous demander, si possible, un devis obtenu auprès du prestataire local qui dit voilà combien ça coûte pour faire 6 classes dans tel village au Burkina Faso. Voilà, donc les annexes, il n'y a pas que les devis, bien sûr, tout ce qui va être, par exemple, si vous avez déjà fait des études de faisabilité avant, ou si vous avez, je sais pas, constitué un comité de gestion sur place et qui se sont déjà réunis, pourquoi pas mettre les notes de la réunion. Tout ce qui est pertinent, il ne faut pas hésiter à le mettre en annexe. Les règles pratiques, du coup, il ne faut pas oublier de sauvegarder quand on remplit la demande de financement, parce que comme on a vu, souvent, ça va être des infos qu'on va remplir au fur et à mesure. On ne remplit pas tout d'un coup, vu que des fois, on va se dire, cette info-là, je ne l'ai pas, je vais demander à mon partenaire local.
ce document-là, je ne l'ai pas encore, etc. Donc, sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder fois que vous voulez avant de valider le dépôt, hein. Donc, n'hésitez pas à le faire de façon progressive, le dépôt. Un seul dossier de demande de fonds par session et par bailleur. Donc, si vous sollicitez par exemple l'AMP de l'agence microprojet et la sa vie sur le même projet, bah, vous déposez du coup un projet et on étudiera cette demande-là. Si par contre, il y a un projet pour lequel vous voulez nous solliciter, nous, agence microprojet, mais que vous êtes aussi intéressé par une des fondations qui est sur le portail, mais pour un autre projet, pourquoi pas? Mais du coup, vous dites pour ce projet-là, je demande juste à l'agence microprojet, pour ce projet-là, je demande juste à telle fondation. Attention, si votre projet est en zone rouge, donc ça, les zones rouges, c'est sur le site du ministère des Affaires étrangères, tout ce qui est déplacement des membres de l'association française est normalement strictement interdit. Donc, il faut adapter en conséquence la répartition des rôles avec votre partenaire local. Donc voilà, donc il y a beaucoup de rubriques à remplir sur le dossier complet pour les associations qui seront retenues pour le jury final. C'est assez chronophage, mais en même temps, l'idée, c'est que ça soit assez professionnalisant, c'est-à-dire que chaque catégorie à remplir, ça amène parfois à des questionnements sur notre projet. Donc, on va se dire, comment est-ce que j'ai sélectionné mes bénéficiaires indirects? Justement, on va creuser un petit peu pour dire comment est-ce que je vais remplir cette case? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on pourrait développer sur notre projet, etc. Voilà, on a des cases qui parfois sont un petit peu originales. Il y a une case, par exemple, est-ce que votre projet va générer des exclus? C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des bénéficiaires, bien sûr, mais peut-être aussi des exclus. Parfois, il y a des associations qui nous disent, effectivement, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que certaines activités risquent de générer de l'exclusion, etc., etc. Et du coup, l'association se dit, on va réfléchir à des procédures pour essayer de mitiger l'exclusion sur notre projet. Voilà. Je vous montre juste, avant qu'on termine, le processus. On a vu, on relit son dossier une fois avoir tout sauvegardé, on vérifie la bonne session, le bon bailleur, etc. On vérifie bien que c'est la bonne adresse mail. Ce serait dommage de mettre une faute dans l'adresse mail et du coup pas recevoir la notification que vous êtes sélectionné. On demande du coup 20 de frais de dossier. Donc pourquoi? Ça, c'est pour les frais du coup de notre plateforme, le portail solidaire. Pour faire tourner chaque dépôt de dossier, c'est 20 €. Il y a aussi une autre conséquence positive, c'est qu'on n'est pas inondé par des milliers et des milliers et des milliers de dossiers, dont une grande partie serait peut-être inéligible, mais déposerait parce que pourquoi pas. Donc l'idée là, c'est que du coup, les associations vont du coup vraiment valider leur dépôt quand elles pensent ça, ce projet, c'est bon, il a de bonnes chances d'être financé. Je veux absolument qu'il soit lu par l'équipe. En échange de ça, qu'est-ce qu'on fait nous? Du coup, la lecture de votre dossier en interne d'abord. Ensuite, du coup, si votre initiative est validée, vous remplirez le dossier complet. Il y aura une lecture externe par des experts techniques. Donc, on a tout un panel d'experts de différentes ONG techniques, donc par exemple agriculture, adduction d'eau potable, etc., etc. Et du coup, grâce à ça, vous avez quoi? Un avis jury détaillé. Quels sont les points positifs, les points forts de votre projet? Quels sont les points de vigilance s'il y en a sur votre projet? Quelles sont les recommandations? Donc, toutes les associations qui déposent chez nous, qu'elles soient sélectionnées ou soit peut-être malheureusement du coup pas sélectionnées à cette session, elles auront un avis jury détaillé sur leur projet, leur indiquant du coup quelles sont les prochaines étapes. Si jamais ils ne sont pas sélectionnés, est-ce que du coup il manque ceci, ceci, cela, une petite liste de courses, dire il faudrait un devis pour cette activité-là, sur cette catégorie-là, il faudrait plus de détails sur par exemple les bénéficiaires, etc., etc., etc. Du coup, ça permet aux associations de savoir exactement ce qu'il faut faire pour que votre projet ait le maximum de chances d'être financé si vous le redéposez, ou même si vous le déposez chez notre bailleur et pas chez nous. Donc, une fois que les projets sont sélectionnés, il y a des diligences donc, publiques. Il faut toujours attendre un petit peu que l'agence française de développement dise « Ok, c'est bon, feu vert, vous pouvez verser les fonds aux associations de financement du terrorisme, où il n'y a pas de blanchiment d'argent dans le conseil d'administration. On peut enfin envoyer les fonds aux associations. » Donc, on fonctionne en 2 tiers, 1 tiers. On verse 2 tiers de la dotation dès que vous êtes sélectionné, pour que vous puissiez bien sûr démarrer le projet et voilà, faire le maximum d'activités. Après, vous remplissez du coup des bilans. Si le projet dure plusieurs années, on a un bilan chaque année, ce qu'on appelle un bilan interne. S'il dure qu'une année, on demande juste le bilan final. Et bien sûr, à la fin de chaque projet, même s'il dure plusieurs années, on demande donc le bilan final. Quand le bilan final est validé, on vous envoie le tiers qui reste. Si besoin, on peut vous envoyer le tiers qui reste avant, mais on demandera quand même du coup une sorte de bilan final avec les factures sur les 2 tiers déjà consommés, etc.
Voilà, donc c'est tout pour moi. Désolé, c'était un petit peu long, c'était très détaillé. Mais du coup, je pense là, comme ça, vous avez quand même toutes les infos pour savoir exactement ce qu'il faut remplir d'ici le 7 septembre si vous êtes intéressé du coup par nos financements. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Je crois que je vois qu'il y a une main levée. Je vais quitter le partage, comme ça on verra tout le monde en Vous voulez même dire temps. encore 2 mots ouais, là, et puis après, on pourra attaquer les questions si vous voulez. Les questions qui sont sur la discussion et puis d'autres questions. Je vois déjà une main levée. Donc, pas longtemps, hein, juste 2 minutes pour vous informer que, donc, du coup, merci David hein, pour cette présentation. Et je voulais juste indiquer que donc, nous, comme j'ai déjà évoqué dans l'introduction, on accompagne les porteurs de projets et donc notamment aussi sur la construction de ces dossiers. Ce qui me semble aussi que c'est important, en fait, toute la procédure que David a expliquée, notamment les champs qui sont demandés, sont importants de manière générale, en fait, pour votre projet. Ils servent pour la demande de financement, mais ils vous servent aussi à vous à formaliser les choses. Et c'est assez important, et c'est là où aussi on peut se rendre compte, comme il l'a indiqué, qu'il y a peut-être certaines faiblesses qu'on peut justement améliorer, éviter. Donc, c'est vraiment une formalisation qui est importante. Et donc, à Resacop, on accueille les acteurs qui souhaitent être conseillés, accompagnés sur cette démarche. Donc, je vous mets le lien en fait Internet où vous avez un formulaire où vous pouvez faire une demande d'accompagnement si vous le souhaitez à l'équipe de Resacop. Donc, je ne sais pas si Ella veut rajouter quelques mots là-dessus. Oui, alors nous, on n'a pas de formulaire pour pouvoir demander des accompagnements, mais vous pouvez nous contacter direct par email. En fonction vous prenez un rendez-vous avec nous. L'idée, c'est de faire un petit de voir ce que nous, on peut vous proposer et les besoins que vous avez. Et comme l'a dit aussi dans sa présentation au début, dans le cadre du partenariat entre l'agence microprojet et LRMA, on propose également des formations qui peuvent être vraiment bénéfiques au montage du projet. Donc, suite, on pourra vous proposer de participer à des formations qui sont programmées derrière et faire des accompagnements, répondre à votre question. On est là. On peut peut-être Merci. déjà répondre je prends déjà à celles qui sont dans le chat et après les mains. Donc, il y avait Catherine qui disait si on peut cumuler les fonds Agir sa vie et Agence Microprojet. Donc, oui, bien sûr. Les bailleurs qui sont invités sur le portail solidaire, du coup, vous pouvez tout à fait cumuler. Ça arrive, par exemple, et c'est une façon aussi, du coup, de cofinancer, parce que, comme on a vu, Agence Microprojet, on finance que jusqu'à la moitié du projet. On est une association, fonds propres, mais qui demande, par exemple, sur un projet à, je sais pas, à 40 000 euros, ils vont dire, bah, du coup, j'aimerais 10 000, 15 000 de Agir sa vie. Et de notre côté, on a réussi à trouver voilà, 15 000 entre nos fonds propres et peut-être de la collectivité. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait cumuler les différents bailleurs du portail solidaire. Est-ce que les documents que vous avez téléchargés pour les appels précédents sont conservés? Oui. Donc, je ne sais pas si vous êtes rendu récemment sur votre espace association. L'association, il reste pour enfin, jusqu'à ce que vous décidiez de le supprimer. Tout ce que vous aurez rempli par le passé reste sur le portail solidaire. Donc, dès que vous vous connectez, vous avez accès à tout ce que vous aurez déjà rempli. Si c'était des initiatives ou si c'était des dépôts de projets complets, vous avez accès à tout ce que vous avez déjà rempli. Il y a vos documents. Il y a même, si vous voulez, un export un petit peu format, enfin, c'est format PDF, mais du coup, c'est format traitement de texte. Vous pouvez aussi exporter comme ça votre dossier. Comme ça, vous pouvez après copier-coller directement. Voilà. Si vous avez, par exemple, d'autres bailleurs, vous pouvez tout à fait exporter votre dossier que vous avez déposé chez nous et vous servir de ce dossier pour faire des demandes de financement chez ce bailleur. Voilà, je crois que c'était toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Il y avait une main levée. Je crois que c'était Catherine également, c'est ça? Oui. Est-ce que vous aviez d'autres questions du coup ou... Catherine a répondu dans le chat en disant qu'elle n'avait pas d'autres questions. Moi, j'en avais une susceptible, j'en profite.
Oui, tout à fait. Je me demandais si, lorsque la phase 1 est terminée, que l'association peut remplir la suite du dossier, s'il est possible de revenir sur ce qui a déjà été écrit. Tu veux dire de modifier du coup ce qui a déjà été écrit? Ouais, Oui, tout à fait. Oui, ouais. l'idée, c'est que ça sera comment dire, rempli automatiquement, mais ça sera modifiable également. Ok, merci. Marie, je crois, une main levée, si elle veut prendre la parole. Ouais, il y a plein de questions. Alors, j'en ai une sur sport et développement, mais je la poserai plus tard. Sur les... Vous m'entendez? Oui. Sur les fonds micro-projets, est-ce qu'il faut obligatoirement une participation financière du partenaire? Non, c'est pas obligé d'avoir. Ok. Après, c'est toujours un au plus d'avoir au minimum, même si c'est 100 euros, hein, 200 euros, avoir 0 € en fonds propres, ça arrive, hein, ça arrive très souvent, il n'y a pas de souci, il y a des projets qui sont financés qui ont 0 € en fonds propres, mais du coup, voilà, au jury final, c'est quand même mieux vu si l'association a pu quand même trouver un petit peu, même si c'est une toute petite somme, en fonds propres. Merci. Ensuite, autre question. Est-ce qu'il faut obligatoirement que le partenariat soit formalisé? Oui, Alors, tout à fait. pareil, hein, Oui, mais c'est pour ça c'est que un du coup, critère. la convention de partenariat. La Ouais, convention de partenariat, c'est un document obligatoire. ok. Ça arrive des fois dans certains cas que les associations n'ont pas encore reçu la version signée par leur partenaire local et du coup mettent un petit peu une version, on va dire, de travail en annexe et qui nous expliquent ça ou par téléphone et ok, pas de souci. Mais quoi qu'il se passe, on n'enverra pas les fonds à une association avant d'avoir la convention signée entre les deux parties prenantes. Merci. Et du coup, autre question, en fait, c'est l'articulation entre les fondations qui sont sur le portail et l'AMP. Du coup, en fait, c'est le porteur de projet qui choisit qui sollicite, mais c'est l'AMP qui lit tous les dossiers de projet, c'est ça? Ou J'ai pas trop compris, pardon. C'est le porteur qui choisit qui sollicite, oui, mais après, j'ai pas compris. c'était la question, en fait, quand vous répartissez les rôles, c'est-à-dire que est-ce que j'ai bien compris? Je suis pas sûre. Le porteur de Est-ce que les fondations, en gros, font leur jury séparé, c'est ça? ouais. Ouais. Alors, en fait, ça dépend des fondations. Donc, il y a certaines fondations, donc je vous présentais surtout Agir sa vie, où c'est un petit peu eux, ils sont assez bien organisés, ils font leur propre jury. Donc, eux, c'est vraiment, ils vont D'accord. dire tout ce qui va être déposé et qui les sollicitent. Du coup, hein, si vous avez mis donc, dans votre budget, je demande, par exemple, si je lance mon projet 5 000 à Agir sa vie, ils vont du coup lire votre projet et ils font leur jury à eux, avec leurs avis à eux, etc. D'autres fondations, donc il y en a il y en a quelques-unes qui sont, comment dire, mises en évidence sur le portail. Il y en a aussi, il y en a quelques autres qui ne sont pas mises en évidence. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a quelques fondations en fait qui ne veulent pas être démarchées directement et que nous, en interne, on va démarcher une fois que votre projet sera lauréat. Donc, c'est vraiment, les fondations ont chacune un petit peu leur moyen de fonctionnement. Et donc, ça arrive qu'une association qui a vraiment un projet exceptionnel, enfin, très, très intéressant, forcément que le dossier est parfait, hein, mais si le projet est vraiment très intéressant, ça arrive que du coup, on va se dire, ah, ça serait un projet intéressant pour cette fondation-là. On contacte la fondation, ils lisent le dossier, et ensuite, ils nous disent, oui, effectivement, j'ai envie d'apporter un petit peu d'argent pour aider cette association à boucler son plan de financement. Donc, ça arrive aussi. Donc, un peu de tout pour les fondations. Mais voilà, pour les principes, comme par exemple Agir sa vie, bah, eux, ils font leur propre jury. Donc, ce qui est important, c'est de solliciter du coup dans le budget. Merci. Et puis, dernière question. Pour vous, en fait, quels sont les écueils qui vous retenez plus dans les dossiers de projet? Alors, Ou les du coup, faiblesses, parce que en ça, oui, oui, fait? mais ça d'ailleurs, ça rejoint un peu une question qu'on entend souvent qui est quel est le taux de réussite? Et je trouve que ça rejoint un peu. Parce que, en gros, donc, je commence par le taux de réussite, comme ça, je peux après aller sur les écueils. On a en gros environ 5 à 40% de taux de réussite, c'est-à-dire de lauréats sur tous les projets déposés, mais une grande partie des projets du coup qui ne sont pas retenus sont juste malheureusement pas éligibles.
C'est-à-dire qu'on a chaque session, on a énormément de projets, on va dire un bon tiers des projets déposés, ou peut-être que l'association n'a pas bien lu le règlement. Donc, le règlement, vous pouvez le télécharger. Hein. Dès que vous commencez à remplir, il y a un endroit où il y a écrit télécharger le règlement ici. Donc, vous pouvez le lire. En gros, c'est les critères que je vous ai présentés. Est-ce que votre projet il fait bien minimum 1 an? Est-ce que vous n'avez pas des fonds du ministère des Affaires étrangères ou des fonds de Forum, etc. Il y a beaucoup d'associations qui déposent quand même des projets, ou alors des fois avec un partenaire qui est basé en France, qui n'est pas un partenaire basé dans le pays d'action du projet. Donc, on va dire un bon tiers des dossiers déposés. Déjà, rien que lire le règlement et être sûr que c'est bon, tout est bien éligible, ça permet d'augmenter énormément sa chance d'être financé. Et du coup, donc, sur les projets vraiment éligibles, on en a presque la moitié qui vont être financés. Donc après, du coup, les écueils, ça va plutôt sur, souvent, on a des projets un peu hors sol, où du coup, il y a cette question de est-ce que le diagnostic a bien été fait de façon équilibrée entre l'association française, les bénéficiaires sur place. On a parfois des associations qui nous présentent un projet pour quelque chose de super novateur, on va faire un centre culturel avec tel projet, etc. Mais on ne voit, par exemple, aucune lettre de soutien des autorités locales, aucune lettre de demande ou quelque chose qui montrerait qu'il y a une demande locale pour ce centre culturel et pour ces activités-là. Pareil, des fois avec des projets un peu innovants qui vont nous dire, par exemple, il y avait un projet, on va développer tout ce qui va être les cours en ligne, les MOOC, etc. Mais du coup, il y avait peu de détails sur est-ce que sur place, il y a eu une étude pour voir si les gens avaient demandé ça. Est-ce que les gens vont venir quand on va organiser, par exemple, ces cours en ligne? Voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit peu les premiers œils qui déjà font tri dans le dossier. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, déjà, ces deux choses-là. Si votre projet est bien éligible et que vous êtes assez sûr que votre projet il répond bien à une demande qui a été exprimée localement et que ça se voit dans votre dossier, donc par exemple, que vous ayez des lettres de soutien du maire de la commune, une lettre de demande de la population locale, des choses comme ça. N'hésitez pas, vous pouvez aussi traduire des pièces justificatives. Des fois, il y a des projets, par exemple, au Maroc. Toutes les pièces locales, elles sont en arabe, c'est pas grave, vous pouvez traduire de côté. Si c'est une asso, par exemple, des franco-marocains, qui du coup, eux-mêmes peuvent s'occuper de traduire les documents et vont nous mettre la lettre originale et la traduction Word à côté. C'est tout à fait éligible et c'est un plus au dossier. Donc voilà, tout ce qui montre bien que le projet répond aux demandes exprimées localement. Donc voilà, une fois que votre projet satisfait à ces conditions-là, les chances d'être financé augmentent quand même bien. Merci, David. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a quelqu'un dans le chat. Oui, pardon. La première chose à faire est de créer un compte sur le site du portail solidaire. Oui, tout à fait. Après, bon, autre première chose à faire, solliciter un rendez-vous d'accompagnement avec votre réseau régional, par exemple, ce qui peut être intéressant. L'idée, c'est que là, cette réunion, on parle un petit peu de tout ce comment être financé. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez après chacun et chacune des projets très précis, très spécifiques. Première étape, parlez-en avec Amélie si vous êtes en Rhône-Alpes, avec Marie si vous êtes en Auvergne, avec Ella si vous êtes en PACA. Et du coup, déjà, elles pourront vous aider pour vous dire ce projet, oui, tout à fait, il semble tout à fait indiqué pour l'agence micro-projet, ou peut-être vous guider vers un autre bailleur, hein, si ce projet serait plus adéquat pour un autre bailleur. Une fois que ça, c'est fait, si du coup, c'est oui, ça serait super pour l'agence micro-projet, du coup, il faut créer un compte sur la plateforme. Pourquoi, du coup, on crée un compte? L'idée, c'est que du coup, la prochaine fois, vous pourrez du coup vous connecter au même compte. On a des associations comme ça. On a, par exemple, une association de Bourgogne-Franche-Comté qui a été lancée 12 par le projet. Donc, évidemment, pas en une année, hein, en une bonne dizaine d'années. Hein, parfois, 2 fois sur la même année, ça arrive, vu qu'il y a 2 sessions par an. Mais voilà, donc, les associations vont, et du coup, heureusement qu'elles ont un compte association, comme ça, elles n'ont pas besoin de tout remplir à nouveau à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'après, c'est plus, si c'est plus des choses vraiment spécifiques sur votre projet, le mieux, du coup, comme on a vu, hein, c'est vraiment solliciter un rendez-vous d'accompagnement, soit avec Resacop, soit Territoire Solidaire. Et comme on a vu aussi, on fait souvent aussi des accompagnements en binôme. Voilà. Donc,
Bonjour. Je suis M. Ali de l'association PIMBA. Ma question est le suivant aux bénéficiaires, surtout qui sont à l'étranger. Il y avait deux modes, soit un mode associatif ou coopérative. Mais vous nous avez dit tout à l'heure qu'il faut minimum 2 ans, y compris Ça, c'est coopérative. pour l'association française. Ah, d'accord. Pardon, j'ai pas été très précis là-dessus. Votre partenaire sur place, il n'y a pas besoin qu'il qu'ils aient minimum 2 ans d'existence. Ah, d'accord, merci. Il faut peut-être que je rajoute ça dans mon PowerPoint, parce que je pense que c'est peut-être un peu flou. Ouais. C'est Oui, vraiment oui. des critères de l'asso française, donc celle qui crée son compte sur le portail, etc. D'accord, merci beaucoup. Parce que, enfin, évidemment, après, sur place, ça serait un peu trop limitatif de 2 ans d'existence. Évidemment, il y a beaucoup d'informels et qui, après, du coup, une fois qu'on se dit, OK, maintenant, on va pouvoir solliciter les bailleurs, on va enregistrer l'asso. Et du coup, évidemment, on fait ça, ça sera récemment avant de demander des financements, quoi. Impeccable, merci beaucoup. Donc, il y a quelqu'un dans la discussion, donc Marie-Thérèse Sarrazin qui demande donc, si on peut avoir les transparents et donc mon contact, ce que j'ai donné dans la discussion. S'il y a une personne. Le PowerPoint, le plus simple, je vais l'envoyer par mail du coup à Amélie, à Marie et pourront vous le renvoyer aussi par mail. Et du coup, dedans, il y a tous les liens, etc. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Du coup, je vais poser ma question là pour sport et développement avant qu'on clôture. Juste rappeler pour les lecteurs auvergnats-rhône-alpins s'ils peuvent utiliser le formulaire pour lequel Amélie a mis un lien pour les demandes d'accompagnement. Ça nous facilite grandement le travail. On se réunit une fois par semaine en fait pour se répartir les accompagnements. Et ça nous permet aussi du coup voilà, de suivre plus facilement à la fois les demandes et les accompagnements qui sont proposés. Et concernant sport et développement, donc du coup, c'est la première année, David, que des acteurs, des associations qui seraient dans des pays africains peuvent solliciter. Non, c'est bon. Non, depuis le début du programme Sport Développement, c'est possible pour les associations africaines de solliciter le programme Sport Développement. Merci, puisque du coup, c'est un paramètre qui m'avait échappé. Et je voulais savoir comment est-ce que vous les mobilisez. Du coup, est-ce qu'on invite les acteurs de nos réseaux respectifs à faire connaître, à le faire savoir auprès de leurs partenaires? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en fait pour que les acteurs… Ce qui peut être intéressant, alors surtout du coup, le site internet Sport Développement, mais aussi comme je vous ai montré tout à l'heure dans la présentation, le site pour les dépôts. Donc c'est aussi le portail solidaire, mais en fait il a un petit peu changé de nom pour le sport. C'est sportencommun.org. Et en fait, Sport en commun, il y a aussi une plateforme qui est basée à Dakar et qui du coup s'occupe des accompagnements des associations africaines. Donc par exemple, surtout en plus si c'est des assos au Sénégal ou en Mauritanie ou en Guinée ou pas loin, il y a un acteur vraiment sur place, mais bon, à Dakar, du coup, ce sera moins pratique si c'est des assos à Madagascar ou voilà. Mais voilà, donc sportencommun.org, il y a des infos dessus. Donc, ils peuvent après proposer à leurs partenaires d'aller sur ce site-là pour voir les infos. Voilà. Et du coup, depuis le début, quoi à peu près la répartition entre les acteurs du Sud et les acteurs français? Pardon? Excuse-moi, c'est quoi la répartition à peu près au dépôt d'acteurs pour Sport Développement? Ouais. Alors moi, j'ai pas tous les chiffres parce que du coup, moi, je travaille vraiment sur le programme Agence Microprojet, donc c'est une de mes collègues qui s'occupe des projets de sport développement. Mais je crois qu'en fait, en tout cas la proportion des acteurs africains augmente. D'accord. À l'origine, je crois que c'était un petit peu moitié-moitié. Et maintenant, bon, ça commence à être un peu plus d'associations basées en Afrique que d'associations basées en France. Merci. Ouais. Est-ce que vous avez donc d'autres questions? Si je peux me permettre, s'il vous plaît. Donc, par rapport à le sportcommun.org,
c'est toujours avant d'aller là, il faut aller sur agence micro-projet ou un autre. Non, je vais vous montrer dans la présentation, il y a deux dispositifs. Agence micro-projet, nous, on fait multithématique, mais par contre, c'est que des associations, etc. Et il y a sport et développement, c'est deux programmes. Ah, d'accord. OK. Voilà. Merci beaucoup. Ils sont sur 2 sites internet différents. Oui, ils sont sur 2 sites internet différents. Ouais. Après, ce qui est pratique, c'est que les deux sites internet, vous verrez, connectant dessus, en fait, c'est la même chose, mais avec des couleurs différentes, des mots différents. Mais la trame est la même, voilà, donc c'est les mêmes catégories à remplir. Vous pouvez retrouver aussi parmi les ressources des sites voilà, comme Resacop, vous avez les premières lignes en fait, de ces financements et les liens sur les sites correspondants qui peuvent aussi aider pour… Bon, en tout cas, n'hésitez pas du coup à soit remplir le formulaire de Resacop, soit un petit mail là si vous êtes en PACA et voilà, et solliciter vraiment du coup des rendez-vous d'accompagnement individualisés, comme ça vous pouvez vraiment parler de votre projet, de votre association. Occitanie. Ah, Occitanie. Déjà, comment vous trouvez ça? Mais du coup, en Occitanie, aussi. Coopération. Vous êtes dans quel coin en Occitanie? À Montpellier. À Montpellier, du coup, et à Montpellier, il y a un bureau, il y a un bureau Occitanie Coopération. Donc, vous allez sur Internet, vous cherchez Occitanie Coopération, il y a un bureau à Toulouse, Montpellier. Et du coup, à Montpellier, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, à Toulouse, c'est Lison, à Montpellier, je ne sais plus. Et là, je ne sais pas si tu te souviens qui c'est à Montpellier. Non. Je ne sais pas quelle référence. Je regarde très rapidement. Je crois que c'est quelqu'un qui est arrivé, qui est au bureau de Montpellier. Mais en tout cas, voilà, donc exactement comme Marie, comme Amélie, comme Ella, il y a quelqu'un à Montpellier qui s'appelle du coup Marjorie Corbino. Donc, vous pouvez aller sur occitaniecoopération.org et là, il y a le contact de Marjorie qui du coup s'occupe des accompagnements à Montpellier. Ok, merci. Pas de souci. Excusez-moi, par rapport aux accompagnements, sur le GEX, dans l'Ain, et y a-t-il quelqu'un aussi? Dans l'un, je pense, du coup, le plus proche, ça sera Lyon. Impeccable. Voilà. Après, alors à Annemasse, il y a la Cité de la Solidarité Internationale. Ah oui, c'est intéressant. Annemasse, c'est juste à côté. Je ne sais pas. Et Amélie, tu connais un petit peu l'équipe de Cité de la Solidarité Internationale. Je ne sais pas s'ils font des rendez-vous. Oui, on la connaît sur d'autres projets au niveau accompagnement. Je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent à ce jour. Voilà, il faudrait qu'on prenne contact. Le mieux, c'est de prendre contact avec nous et puis de notre côté, à Resacop, on pourra vous donner la bonne procédure, les bons contacts. Après, voilà, il n'y a pas de problème au niveau des départements de l'Ain, si j'ai bien compris, parce que j'ai été un peu coupée, pour aussi vous accueillir à Resacop par téléphone, par visio. Enfin voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de vous déplacer. Et puis on verra, oui, s'il y a d'autres structures qui sont plus proches, comme la cité. Ok, S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde. Merci à David. Merci à vous. Amélie, Marie, et merci à toutes et tous d'être venus. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Voilà. Donc, bonne chance, bon courage pour vos dépôts de projets. Et du coup, on espère qu'il y aura plein de projets déposés. Merci à vous. Au revoir.